Vous êtes avec nous, Jérôme Garraud, merci beaucoup. Vous allez rester avec nous un instant si vous le voulez bien. Vous êtes à Moscou en direct ce soir. Bloomberg, bonsoir. Bloomberg qui rapporte les propos de services de renseignement sur la capacité, le risque que les Russes recourent à l'arme nucléaire tactique. L'incapacité de la Russie à remporter des victoires rapides et décisives sur le champ de bataille continue de susciter des inquiétudes selon lesquelles Poutine pourrait recourir à l'arme nucléaire. Comment est-ce que vous expliquez ça dans ce moment de la guerre encore, les services américains, comme en 2022, n'excluent pas que les Russes recourent à de l'arme nucléaire tactique? Ça veut dire que la Russie a toujours peur de la perdre, cette guerre. Et ça, c'est un message que Volodymyr Zelensky n'a de cesse de répéter. La Russie n'est pas en position de victoire aujourd'hui. Elle n'est pas en position de victoire matérielle. La situation est attritionnaire, les choses sont volatiles et fragiles. Et à chaque fois que le glas nucléaire se remet à sonner du côté de Moscou, qu'on a la diffusion d'images telles que celles qu'on voit à l'écran, ou un Solovyov, un Peskov, un Poutine ou autre qui fait du signalement stratégique, c'est parce qu'il y a une fébrilité du côté de Mais donc, ça n'est pas que du bluff, parce qu'on a toujours eu ce débat. Est-ce que les Russes bluffent ou bluffent pas? Visiblement, services américains qui considèrent qu'il y a un risque réel. Mais c'est aussi le principe de la dissuasion. Et si les Américains sont prudents avec les Russes et n'ont jamais voulu intervenir directement, c'est pour cette raison-là. Et parce que si vous considérez systématiquement que Poutine bluffe, que la Russie bluffe, que vaut la dissuasion américaine ou la dissuasion française? C'est le principe même de dissuasion qui risque d'être mis en cause. Et ça nous amènera à la discussion qu'on aura dans un moment, c'est-à-dire, est-ce que oui ou non, il faut que des troupes, notamment françaises, soient sur le sol de l'Ukraine, prêtes, s'il le fallait, à se battre avec les Russes. Écoutez de quelle façon Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, lui aussi, en quelque sorte, est en train de monter le ton face aux Russes. Si quelqu'un devait faire un mauvais calcul et penser qu'il peut s'en tirer avec une attaque contre la Pologne ou tout autre allié, il serait confronté à toute la force de cette alliance féroce. Notre réaction sera dévastatrice. Cela doit être clair pour le président russe Vladimir Poutine et quiconque d'autre qui veuille nous attaquer. Voilà, allons tout de suite au débat principal. Ça, c'est le principe, la question centrale de la soirée. Ce sont ces déclarations d'un des principaux conseillers du président Zelensky, juste après Yermak, qui est le chef de son administration. Il s'appelle Igor Jovka. Lisons ce qu'il dit. Ce n'est pas là, on pose la question des troupes au sol. Est-ce que oui ou non, il faut des troupes de maintien de la paix après un cessez-le-feu des Français qui soient sur le sol et pour la première fois, les Ukrainiens ont des propos qui vont beaucoup résonner. Ça n'est pas la quantité qui compte, c'est aussi leur disposition à se battre, se défendre, à être équipés, à comprendre que l'Ukraine est une partie incontournable de la sécurité européenne. Nous n'avons pas besoin de mission de maintien de la paix. Chaque soldat doit être prêt à être impliqué dans un combat réel. C'est ce que les Ukrainiens font depuis 3 ans, voire plus. Si vous êtes un soldat, vous êtes prêt à participer au combat. Pour la première fois, de manière aussi nette, alors le président Zelensky a nuancé ce soir, mais enfin, de manière absolument nette et éclatante, ils disent oui, s'il y a des soldats français, c'est pas pour jouer à la marelle. Ça ne sera pas la finule, par exemple, ça ne sera pas les casques bleus de la finule entre Israël et le Liban qui font allègrement passer, sans intervenir, tous les missiles que tire le Hezbollah contre la Galilée israélienne, ou tous les avions, ou même les troupes israéliennes qui envahissent leurs voisins. Il faut bien séparer les observateurs. S'il y a des observateurs du cessez-le-feu, ils seront sur la ligne. Alors ceux-là, ils seront peut-être des gens de l'ONU. Observer, après tout, ça des risques. Il y a des risques, mais c'est un peu mineur. Par contre, si on parle pas de force de maintien de la paix, c'est plus un langage qui est employé. De réassurance. Une force de sécurité. Alors, réassurance, c'est encore autre chose, mais qui assure les garanties de sécurité. Si c'est des garanties de sécurité, c'est effectivement en cas d'une agression venant après un éventuel cessez-le-feu de la part de la Russie, les garanties de sécurité devraient jouer. On ne peut pas refaire le coup qu'on a fait aux Polonais. Et soyons précis, le président de la République dit que ce serait notamment un deuxième rideau, donc pas sur le front exactement, un peu plus en arrière, et notamment dans des villes considérées comme stratégiques. Alors, ils peuvent être... Oui, alors c'est actuellement la position défendue par, sans doute, la coalition à venir, là, qui prend forme. Bon, ça sera peut-être juste derrière la frontière.
qui ne serait pas non plus une mauvaise chose si elle se trouvait en Pologne. Ça sera peut-être d'ailleurs finalement parce que c'est... Mais là, on parle du terrain de l'Ukraine pour l'instant. Là, on parle d'Ukraine, mais je veux dire que ce n'est pas une notion absolument figée. Alors, l'un n'empêche pas l'autre quand même. Quelle est la réaction des Russes? Jérôme Garraud, sur ce sujet-là, quelle est la position des Russes ce soir? Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Je pense que la France va bientôt revenir dans le viseur des discours médiatiques, discours politiques, mais c'est quelque chose qui est assez cyclique en réalité en Russie. Et tour à tour, différentes nations européennes sont accusées d'être les plus belliqueuses, les plus agressives. En ce moment, par exemple, ces jours-ci, c'est le Royaume-Uni qui est accusé d'être le plus va-t-en-guerre. À un moment donné, c'était l'Allemagne lorsque le pays annonçait son réarmement. Encore avant début mars, c'était la France qui était clouée au pilori après le discours, l'allocution du président français Emmanuel Macron. Donc on va voir demain et les jours prochains, mais à la faveur de cette rencontre avec Volodymyr Zelensky, je présume que les Français, on va s'en prendre plein la figure. Alors paradoxalement, vous savez, les Russes parlent des nations européennes comme d'une menace. Excusez-moi, vous parlez en même temps, oui? Non, je vous en prie, pardon de vous avoir interrompu. Alors, je continue. Paradoxalement, les Russes parlent des nations européennes comme d'une menace, notamment la France à cause de l'arme nucléaire. Et en même temps, il y a comme une moquerie et un mépris. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, hier dans une allocution, disait « Vous parlez des troupes étrangères, des troupes européennes, vous rêvez en couleur ». Il l'a dit quasiment texto, les dirigeants européens sont des rêveurs et des incompétents. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un langage diplomatique. Le Kremlin dit à peu près la même chose, donc on n'est quasiment plus dans la discussion. Et là, désormais, ils ne veulent même plus nous répondre, je pense, mais plutôt parler aux Américains. Jérôme Garraud, restez avec nous. Écoutez comment le président de la République répond à la question tout à l'heure, conférence de presse. Le sujet, c'est le sujet le plus sensible qui arrive sur la table. On lui pose la question. Et vous allez voir, il finit par répondre, mais enfin, on sent que c'est la queue de la réponse, mais il finit par répondre oui. Si les Français sont attaqués, ils se battront évidemment. Le but de ces forces armées ne serait ni d'être sur la ligne de front, ni d'être engagées au premier jour face aux forces russes, mais d'être des forces qui dissuadent là aussi les Russes de réattaquer et qui, en tenant des villes importantes, des bases stratégiques, marquent un soutien clair de plusieurs gouvernements européens et alliés. 2, permet d'avoir peut-être des soutiens logistiques ou de la formation sur sol aussi ukrainien. Et 3, indique très clairement que s'il y avait une agression généralisée à nouveau contre le sol ukrainien, ces armées seraient de fait attaquées. Et ensuite, c'est le cadre d'engagement qui est toujours le nôtre. Nous avons des soldats qui, quand ils s'engagent et sont déployés, sont là pour réagir et répondre aux décisions du chef des armées. Et s'ils sont dans une situation de conflit, d'y répondre. Voilà, vos réactions là-dessus. Est-ce que oui ou non, on est un cap? Le fait que pour la première fois, on imagine, je crois que c'est la première fois dans l'histoire depuis 1945, que entre deux puissances nucléaires, alors vous disiez, vous avez combattu les Serbes, qui étaient redoutables, mais qui n'étaient pas une puissance nucléaire. De la guerre froide, je suis un ancien aussi de la guerre froide, donc on était en permanence préparé à ça quand même. Hein, et les troupes soviétiques étaient à 180 km de Strasbourg. Donc on était bien déjà dans une logique de préparation, avec des alertes, etc. Donc on était à un niveau de disponibilité, un volume de force qui est sans commune mesure avec ce qui nous reste maintenant. Mais là, le président de la République dit bien, c'est s'il y avait des Russes qui attaquent à nouveau après un cessez-le-feu, mais oui, il y aurait, les Français se défendraient. Mais forcément, vous mettez des soldats en uniforme, j'espère bien qu'ils vont se défendre s'ils sont attaqués par des Russes et qu'ils feront usage de leurs armes. Donc elles ne sont pas là pour agresser les Russes, mais en revanche, elles sont là pour dissuader de manière crédible des violations du cessez-le-feu. Quant à la décision de leur présence en Ukraine, je rappelle que l'Ukraine, aux dernières nouvelles, est un pays souverain. C'est à lui de décider de la nationalité des troupes qu'il est prêt à accueillir sur son territoire et à la présence desquels il est prêt à consentir. Est-ce qu'il est exact que le Parlement devrait se prononcer sur ce sujet, si c'est le cas? Oui, au bout de 4 mois, en fait, il y a un débat au Parlement. Mais le problème, c'est quand vous déployez des troupes, il faut ce que les militaires appellent le handset, c'est-à-dire savoir quel est le
but final recherché. Et d'autre part, il y a des règles d'engagement. Et les règles d'engagement, elles doivent être précises. Oui. C'est-à-dire, on va au feu, on ne va pas au feu, on réagit, on ne réagit pas. C'est tout le problème avec les forces des Nations Unies. Et accessoirement avec nos amis allemands aussi, dont les évidemment qu'il faudrait sont très limitées. Si vous étiez parlementaire, je vous pose tout de suite la question de vraiment tout de go. Si vous étiez parlementaire, quel est votre sentiment? Est-ce que oui ou non vous seriez favorable à cela? C'est-à-dire que des troupes françaises soient là comme le dit exactement le président de la République, notamment dans des villes stratégiques, on pense à Odessa, à Lviv, à Kharkiv, etc. Pas sur la ligne de front, mais prête à se battre si les Russes s'attaquaient. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens, si vous voulez, d'être en première ligne ou en deuxième ligne. Si vous êtes sur le territoire, le pays est agressé, vous intervenez. Encore heureux, si vous voulez. Vous n'êtes pas comme ces Hollandais qui étaient censés défendre l'enclave de Srebrenica, et quand les Serbes de Mladic ont attaqué, ils se sont évanouis dans l'aventure, ils ont rendu leurs armes et ensuite toutes les personnes qu'ils étaient censés protéger, alors que c'était des parachutistes hollandais, ont été massacrés. Ça s'appelle Srebrenica. Donc si on est engagé sur le sol ukrainien, il faut évidemment se battre. Il ne faut pas faire comme on a fait effectivement. C'était assez honteux le 3 septembre 1939, quand on n'a pas attaqué l'Allemagne alors qu'on était en guerre contre elle et que l'armée allemande envahissait la Pologne. Là, les choses sont extrêmement claires. Donc là, je trouve que le débat est pas encore... Alors, si effectivement nous allons en guerre, il faut qu'on nous dise deux choses. Premièrement, est-ce que nous avons les moyens de faire une guerre conventionnelle ? Alors moi, je crois que la réponse aujourd'hui, c'est non, puisque nous avons en tout et pour tout 60 chars Leclerc, c'est un excellent char, mais qui sont en état de fonctionner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faudrait expliquer... 200 chars au total. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait expliquer très clairement pourquoi fait-on la guerre aux Russes. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut prendre Moscou ? Est-ce qu'on veut transformer la Russie en démocratie ? Non, mais il faut le dire. Il s'agirait de défendre le territoire. On ne peut pas faire une guerre sans but de guerre. Alors, les réactions des autres, oui ou non, est-ce que vous seriez favorable à de telles troupes de maintien de la paix ? Chacun s'exprimera. Alors, pas maintien de la paix. Oui, enfin, de troupes garanties de sécurité, je crois que ça serait raisonnable, sous réserve d'être dans une coalition. La France, ça n'aurait pas de sens. Donc, vous voteriez oui ? Moi, je voterais oui. Sylvie ? Pas si on y va tout seul, et je pense que la bonne solution serait plutôt à la frontière une force de réaction rapide et d'intervention, ce qu'on appelle d'ailleurs aux Nations Unies, et la France l'a très souvent fait, c'est des forces over the horizon pour pouvoir intervenir effectivement si la situation dégénère. Moi je considère toujours que les Ukrainiens ont besoin d'armes, d'abord et avant tout, et ils savent battre tout seuls. L'armée ukrainienne, c'est l'armée actuellement la plus forte en Europe, si c'est pas dans le monde, sur un terrain de guerre, parce que toutes les autres, il y a les armées plus nombreuses, mais par exemple les Coréens, ils ont combattu la dernière fois en 1953. Donc du coup, on ne sait même pas s'ils savent se battre. Et quand ils étaient en course, il y a 10 000 Coréens qui étaient tout de suite éliminés. Et donc, je crois que c'est quand même une question qui est prématurée, mais je considère que le président Macron a raison de la poser. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, il y a un an, quand il a jeté juste une petite phrase, ça a énervé Poutine. Et en fait, depuis, il a compris que c'était quelque chose qui servait en fait dans cette bataille médiatique, qui est aussi fait partie de la guerre hybride contre. Mais vous répondez pas à la prise de risque. Il faut la prendre ou pas ? Oui. Moi, je considère que c'est plus important sont les armes que les armes. Alors, c'est oui ou c'est non ? C'est oui ou c'est non ? Non. Et vous ? Moi, je pense que si j'étais parlementaire française, déjà, j'enverrais les troupes tout de suite maintenant pour déjà gagner cette guerre et détruire l'armée russe qui est aujourd'hui incapable de se battre. Mais deuxième chose, petite chose, c'est que je pense aussi on se gourre un tout petit peu dans le débat. Ça passionne les foules, ça passionne tout le monde, on discute, mais finalement, c'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est la guerre que mène l'Ukraine. L'Ukraine est handicapée dans cette guerre et l'Ukraine n'a pas d'aviation. C'est pas 3 Mirages qui sont... Mais là, c'est le propre conseil du président Zelensky qui le dit, c'est pas une table. Non, mais on est arrivé à ça parce que vous parlez de ça. Bien sûr, les Ukrainiens participent. Ils vont pas dire non, finalement non. Ils disent oui, venez au moins après quelque chose, faites quelque chose. Ça, c'est déjà bien. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut avoir l'aviation. La France est forte de son aviation et il faut dissuader les Russes de telle manière qu'ils n'oseraient même pas penser d'approcher la frontière. Alors soyons précis. Est-ce que vous seriez pour que des avions français aillent dans le ciel ukrainien ? Non, mais moi je les enverrai déjà avant-hier, ou même en tout début de la guerre. Mais donc ils soient prêts à combattre
de suite, parce que les avions de combat, aujourd'hui, la France, seule, avec sa seule aviation, est capable de détruire ce qu'il y a des miettes de l'armée russe aujourd'hui à la frontière. Avec des pilotes français qui combattraient des pilotes russes. Encore Gallagher, juste là-dessus qu'on est là. Mais malgré l'armement nucléaire. Oui, ma réponse c'est un oui net, parce que les Ukrainiens le demandent. Le chiffre de 200 000, il a été donné par Zelensky, c'est pas un Européen, c'est le président ukrainien qui l'a fait circuler concernant la demande de troupes au sol, et avec 2 autres conditions, que ça se fasse en coalition et qu'il y ait un mandat clair et solide.